Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, la 176e, le 16 octobre 2012, le fond de l'air est encore frais, humide. C'est à Racaille, bon, sur Radio Libertaire, je répète, pour une émission consacrée, encore cette fois-ci, et pour la deuxième fois, aux artistes oubliés, mon Jean. Oui, on sait presque tous les mardis en même temps, mais bon, spécifiquement, oui, les artistes oubliés, numéro 2. Numéro 2, avec à la régie, comme d'hab, notre camarade Piquet-Cou. Bonjour tout le monde. Jean, notre hussard noir dans la République, ici présent, qui me regarde toujours d'un air sévère pour me contrôler un peu. J'ai pas tort. Oh, ça n'y suffirait pas. Et celui qui vous part dans le poste, l'artiste pour évoquer avec vous pendant 1h30, l'artiste dans la société, où est-il donc l'artiste? Il est en dehors de celle-ci la plupart du temps. Vous avez pu le remarquer depuis que ces émissions ont commencé à se faire une petite ligne sur le net. L'artiste et l'engagement politique ont toc, là aussi. Il brille par son manque d'engagement. L'artiste à la religion, par contre, il y a toujours des adeptes, évidemment. Bon, c'est une profession tellement bizarroïde que les artistes essayent de se raccrocher à quelque chose de aussi bizarroïde qu'eux. Et la foi, la religion, tout ça, ça peut effectivement contenter ces messieurs et ces mesdames qui cherchent à assurer une certaine notoriété, à s'assurer une certaine notoriété ici-bas. Avec le recours du ciel, ils ont gagné. L'artiste et la science, bon. Ah, alors à ce propos, oui. Je te coupe tout de suite. Je te coupe tout de suite parce que là, il est temps. Mais malheureusement, j'ai oublié le courrier. Je suis parti un petit peu à la bourse ce matin. Tu sais qu'on a des auditeurs. On avait des auditeurs en Irlande, on en a maintenant en Finlande, en Laponie. Enfin bon, et il y a un scientifique actuellement basé en Finlande qui nous a envoyé un mot à ce propos des rapports entre l'artiste et la science. Je voulais te lire ça ce matin. Ah bah oui, je pense que ça aurait été l'occasion d'un bon remontage de bretelles. Malheureusement, j'ai oublié le courrier, donc je salue tout de même cet auditeur basé en Finlande. La semaine prochaine, nous lirons son papier, tu verras que... Qui concerne le rapport entre les artistes et la science. Oui, il y en a au moins un. D'accord. Voilà, okay. C'est que tout ce qui fait un bon scientifique, ce sont à peu près les mêmes qualités qui font un bon artiste. Tu verras ça, on remet ça la semaine prochaine. Ok, ça sera bien. Et l'artiste et l'autorité, là par contre, il n'y a pas vraiment de débat ici. L'autorité... On lui dit... Merde, pour tout vous dire. Je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales.
c'était Jacques Dutronc, l'hôtesse de l'air. Oui, sur Radio Libertaire, vous écoutez Racaille. Et on semblerait que notre président, vous savez, celui que vous avez élu dernièrement, François Hollande, semblerait apprécier effectivement l'avion et s'il aurait une propension lui aussi à vouloir avoir le bord en haut en utilisant, vous savez, ce fameux avion présidentiel tant décrié, acheté par Sarko, aménagé pour lui, qui a coûté à la République quelque chose comme entre 170 millions, je sais plus exactement, d'euros, quoi, un truc fou. Vous vous souvenez, j'espère que vous n'êtes pas amnésique à ce point-là, que tout le monde criait, particulièrement l'opposition. À ce moment-là, c'était la gauche qui était à l'opposition, enfin la gauche de l'hémicycle, surtout, qui était dans l'opposition, qui criait au scandale, etc. Enfin, c'était et ça suivait toutes les turpitudes de Mystère Talonnette, là. Ça suivait, évidemment, l'ISF, ça suivait Bolloré, ça suivait, etc. Enfin, bref. On criait quasiment au despote, au satrape oriental. Mais non. Et voyez, maintenant ils sont au pouvoir, les objecteurs d'hier, là, ceux qui vitupéraient contre cet achat complètement zarbi, eh ben ils utilisent l'avion, et d'ailleurs ça fait la 7e fois, je crois, que le président de la République l'utilise, et il s'en justifie mais vraiment sans aucun état d'âme, en disant que c'est un outil de travail comme un autre, et que voilà, on s'en sert, bien sûr. Et là-dessus vient Mystère Fabius, vous savez, le ministre des Affaires étrangères, qui est parfaitement étranger d'ailleurs à la misère qui sévit dans d'autres pays, le 5e pays le plus riche du monde, d'après lui, qui doit bien avoir un avion qui reflète justement cette puissance et cette richesse. Puisque tous les autres pays riches, à l'instar de la France, leurs présidents ont un avion présidentiel. Enfin, on connaît celui du président américain. Je crois que c'est lui qui a inauguré ce genre de choses que Sarko a voulu imiter, évidemment. Donc voilà. Alors, on se fait élire sur une image de normalité. Et la normalité, elle se traduit par quoi? Par évidemment l'utilisation de cet avion très très luxueux pour un pays, effectivement, un des pays les plus riches du monde, mais où il y a quand même 10 millions de citoyens qui vivent au-dessous du seuil de pauvreté, ou en tout cas dans une grande précarité, sans compter ceux qui vont participer à la fête dans pas longtemps, parce que c'est tous les jours que des gens se retrouvent sur le paveton. Voilà. Ça, c'était pour évacuer... C'est bien envoyé, Robert. Si tu peux me permettre. Oui, mais bon, ça tombera dans l'oreille de sourds congénitaux, bref, ou qui se lavent pas, c'est les oreilles et qui deviennent sourds. Bon. Peut-être que dans l'avion présidentiel, il y a Racaille en direct. Ouais. Et puis je voudrais ajouter un Sait-on jamais? Pardon? Sait-on jamais? Que... Mais c'est toi qui traitais Piquet-Cou d'idéaliste tout à l'heure. Je pense que c'est assez largement mérité. Et pour poursuivre, pas dans cette veine, mais c'est un peu similaire quand même. Je voudrais vous lire quelques lignes d'un livre que je trouve assez extraordinaire, qui est d'Andreas Becker, un jeune écrivain allemand, je pense. Enfin, en tout cas, c'est son premier livre. Oui, mais il vit et travaille en France. Il vit et travaille en France. Dont le titre est L'Effrayable. Déjà, le titre pose déjà des questions. C'est édité par une petite maison d'édition qu'on a déjà invitée ici. Enfin, pas la maison, mais les gens qui en sont responsables. On a parlé quelques fois de leur bouquin aussi. C'est pas toujours, comme toutes les maisons d'édition, ils font pas toujours que des trucs géniaux, mais... Non, mais c'est vrai, en plus, il faut pas... mais là, pour moi, c'est un livre... En tout cas, je sais pas ce que la critique si, il y a une critique qui est assez favorable, surtout des journaux progressistes, mais bon, elle est dite. Moi, je trouve que c'est un écrivain qu'il faut vraiment rencontrer, parce que il a un style qui est tout à fait extraordinaire. Enfin, ça fait penser un peu à Céline, mais encore plus extravagant. Et voilà, je vais vous lire... alors, c'est spécial dédicace au dernier éditorial du Monde Libertaire, celui de la semaine dernière, hélas, qu'on doit plus pouvoir trouver en kiosque.
Mais tant pis, hein, ils ont fait un édito où pour imager cet édito, celui qui s'est commis à ce texte a pris des images, enfin des mots de vocabulaire médiévaux employés à ce moment par Villon, etc. Il a parsemé son texte de ces mots qui en font quelque chose d'assez étonnant. Et voilà. Et je fais un lien entre ces deux manières d'écrire pour appuyer une langue. C'est quelque chose qui vit, c'est quelque chose qui vit avec le passé, avec son passé, avec son présent et avec son avenir. Et là, je crois que c'est une partie de son avenir. Dans un plus tardement de quelques âneries, les Angalais lui dressaient une statue en pierre de granit, mais ils la cachetaient dans un obscur jardin de la capitale, pas trop près de Begbin, quand même. On en avassait un peu ou juste un tout petit peu honte de la nouvelle stratégie qui marchassait tellement énormément, bien que la moitié de la populace de la ville de Palbourg mourassait asphyxiée. Asphyxiée comme on aurassait eu dicisé dans le temps, mais le H, fut-tu été amputé par manque d'aspiration. Seule une toute petite fillasse le ramassait, le racolait au motissement sous les bombardements qui pleuvissaient jusqu'aux limiteries du comptable sur la ville de Palbourg. Et la petite fille chantassait « Clic-ti, clic-ta, craquela et corpulé, coulera la couleurée, mochera le main serment, poussera la pince serrée, clamera la clamature et cliquetis et claqueta et craquela le puce, craquela le pas de porte, pas de fenêtre, pas de couleur, plus de craquetis, plus de couleur de sang, et mochera le sang, et mouchera le nez, et poussera le paix, et pètera la prousse, pètera la mousse, pipilopette de la toute petite fille. Arrête, ange, souffleta Marima dans le bunker sous 5 mètres de béton armé, mais une vieille dame à ses côtés lui dit « Laissez la petite, c'est tout ce qu'il nous reste. » Ange continuait de chantasser pour avasser plutôt moins de peur que plus trop de beaucoup de trop, mais elle en avassait tellement énormément de peur de trop qu'elle faisassait pipi de paix et qu'elle pétassait en brousse et poussassait la criasse et l'allait la larmerie jusqu'au dernier souffle, jusqu'à ce qu'il n'y eût plus été d'oxygène dans le bunker. L'air était consumé par l'immense tempête de flammes ravageassant la ville. Voilà, c'est un extrait, enfin on pourrait... Non mais ça se passe évidemment dans l'Allemagne en guerre et c'est une histoire, c'est une petite fille un peu démente quand même. C'est un personnage très ambivalent comme ça qui raconte et je crois que ça peut. C'est tellement étrange, c'est tellement tellement étrange qu'on a envie de continuer ce livre, qu'on a envie de voilà. Bon Jean. Bon, donc c'est le roman de cette année, c'est publié aux éditions de La Différence et ça s'appelle L'Effrayable de Andreas Becker. Bien sûr, et ça sera dommage si elle n'a pas le prix Goncourt. Il n'a pas le prix Goncourt. Ça révélera une fois de plus que c'est tous des gros cons. Voilà, avant de vous parler de l'ascenseur social qui est resté bloqué au dernier étage de l'école de la République, je voudrais commencer par un coup de gueule, Robert, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Oh non, Jean, écoute. Depuis les débuts de cette émission, 2009, 1er janvier 2009, si mes souvenirs sont bons, nous avons toujours qualifié l'actuel secrétaire général de l'UMP, l'inénarrable Jean-François Copé, de copier-coller de Sarkozy. Ouais. Enfin, c'est surtout Jean. Nous, on se mouille pas. Non, quand je dis nous. Et qu'est-ce que je vois dans le Libération d'hier? Ils ont pompé. Copier-coller, il y a un article qui est signé d'un certain Alain Offray. Copier-coller dans les pas de Sarkozy. C'est le titre de l'article. Alors, je suis absolument scandalisé. Ceci est une propriété exclusive d'Aracaille. Et, évidemment, in extenso de Radio Libertaire. Alors, le camarade Alain Offray, je vais être très très clair. Si tu veux éviter une procédure judiciaire, c'est assez simple. Tu envoies un chèque, qu'est-ce qu'on fait? On lui fixe une somme ou Oui, je pense que 20% de son salaire, ça serait pas mal. Bon, d'accord. Et tu l'envoies à la librairie de Publico pour soutenir
Radio Libertaire, il serait bon quand même que tu rendes un peu à César ce qui appartient à César. Hein, alors vas-y, donne un peu l'adresse de la librairie peut-être. Comment est-ce qu'il pourrait s'y prendre? 145 rue Hamelot à Paris dans le 11e, métro Oberkampf, fille du Calvaire, République. Mais je doute qu'un journaliste de Libération prenne le métro. Il doit pouvoir venir dans sa limousine. Contrairement à toi, je n'ai aucun doute. Ouais. Et voilà, la librairie Publico, il peut même envoyer un chèque par la poste, la librairie Publico. Et voilà, il peut aller sur le net et pour évoquer ça avec eux, et puis voilà, il y a tout. Voilà mon gars, ce n'est que justice, mon cher Alain Auffray. Et puis, on n'a pas souvent l'occasion de rigoler. J'étais dans le Midi-Pyrénées là pendant 3 jours, tu le sais. Oui, oh oui. Voilà, donc la presse régionale est une mine d'or pour qui fait une émission de radio... Avec Pêche de Midi sur Paris. Voilà. La semaine dernière, il y a un type qui brûle, c'est une histoire vraie que je te raconte. Il y a un type qui brûle un feu rouge à Montauban. Bon, et les gendarmes étaient planqués un peu plus loin, tu vois. Alors ils lui font signe de s'arrêter. Le mec obtempère sans souci, gare sa bagnole. Le gendarme s'approche, le type baisse sa vitre, comme on le fait généralement, et les gendarmes lui posent la question usuelle. Vous savez pourquoi on vous arrête? Et le type, il dit, je sais pas, mais j'imagine que c'est parce que j'ai buté ma petite amie. Tu imagines la gueule des gendarmes. Mais bingo, pour la gendarmerie, voilà. Après enquête, il s'avérait qu'il venait effectivement de zigouiller sa petite copine, le gars. C'est bien, si ça pouvait tous les jours commencer comme ça. Au boulot, voilà. Et puis donc, tu sais... que l'éducation est la priorité du quinquennat Hollande. Bah oui, ils ont tellement. C'est pas que les voyages en avion. L'éducation. Mais répondant aux humeurs chagrines d'une société qu'on va dire déboussolée, les premières mesures concernent bien évidemment la sécurité au sein de l'éducation. Ainsi, 500 assistants de prévention devraient faire leur entrée dans les établissements scolaires avant la fin de l'année, mon cher Robert. Ainsi aussi, un observatoire de la violence scolaire a-t-il été créé au sein du ministère de l'Éducation nationale. Il y avait pourtant, et tu t'en doutes, bien plus urgent. Selon une enquête très sérieuse commanditée par l'OCDE, il faut que ce soit l'OCDE maintenant, qui aille mâcher le boulot pour les socialistes, c'est quand même terrible. La France est 26e sur 30 pays pour le rattrapage des inégalités sociales à l'école. Le pays de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On hallucine. Je rappelle que celle-ci, l'école, est à peu près le seul ascenseur social, la seule chance pour les enfants de milieux défavorisés d'avoir accès au savoir. Le savoir qui donne évidemment aussi les métiers intéressants à faire et tout ça. On est au courant. Dans un court document, la Cour des comptes vient de livrer à Vincent Payon, qui s'est engagé à refonder l'école de la République, quelques clés essentielles pour y parvenir. Et autant vous dire que le pauvre Vincent Payon a du pain sur la planche. En effet, pour donner aux élèves l'opportunité de réussir leurs études, sans qu'entre en jeu les revenus et le capital culturel de leur famille, il faut concentrer l'effort et les moyens de l'État sur les plus modestes. Tu en seras d'accord avec moi, c'est quand même le sine qua non. Personne n'en doute, pour l'école aussi, l'argent... c'est le nerf de la guerre, la condition sine qua non, comme je viens de le dire, de l'équité. D'autres pays développés permettent à leurs élèves de réussir mieux que ce que leurs conditions de départ social et culturel leur promettaient, constate la Cour. Comment ? Avec des moyens supplémentaires vers ces élèves qui ont besoin de davantage d'accompagnement, ça paraît tellement évident, de soutien en favorisant le brassage social au sein des établissements, mais aussi en développant des méthodes, des cadres adaptés. Nous-mêmes, nous avons tout faux, tout simplement. On ne se préoccupe jamais de mesurer ce qui aide ou non les élèves les plus en difficulté, ceux-là même qui, quelques années plus tard, iront grossir les statistiques du chômage des jeunes, sans diplôme ni qualification. Ainsi, on n'a pas étudié l'impact des rythmes scolaires en se concentrant sur les élèves les plus faibles, ceux qui n'ont que l'école pour apprendre. On évalue toujours l'impact des mesures en général et pas sur les plus fragiles, comme ça devrait être le cas. Tout ça, c'est le rapport de la Cour des comptes qui le dit. Sur quelle base sont aujourd'hui répartis enseignants et crédits ? Par exemple, l'Académie de Créteil, qui comprend notamment la fameuse Seine-Saint-Denis, se situe tout juste dans la moyenne.
À l'inverse des zones socialement favorisées où la réussite scolaire ne pose absolument aucun problème, ou presque, se trouvent bien mieux dotées que les autres. Car ces enveloppes sont avant tout calculées sur la base d'habitudes anciennes, de critères obsolètes et selon des moyennes qui ne tiennent pas compte de la situation de telle ville ou de tel quartier. J'ajoute que depuis plusieurs années, les services du ministère de l'Éducation calculent la capacité des lycées à mener leurs élèves jusqu'au bac selon leur origine sociale, appelée leur valeur ajoutée. Voilà qui nous ramène, mon cher Robert, à un pur discours d'entreprise privée. Bien sûr. C'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Ouais, c'est tout et c'est beaucoup, mon Jean. Et on se demande, parce que 500 nouveaux flics dans les écoles, il y a combien d'écoles en France? Il y a 36 000 communes, donc il doit y avoir à peu près autant d'écoles, c'est pas plus. C'est n'importe quoi. C'est un peu n'importe quoi. Moi, je vais vous parler encore d'autre chose. Je vais rester dans le domaine de l'écologie pour dire que sur Arte, ce soir à 20h50, on aura un petit peu d'espoir en regardant le dernier documentaire de Marie-Monique Robin qui s'appelle Les moissons du futur. Après Le Monde selon Monsanto et Notre poison quotidien, Marie-Monique Robin nous parle d'agroécologie. Alors l'agroécologie, qu'est-ce que c'est? Bon, ce sont des techniques de travail du sol qui ne bouleversent pas sa structure. C'est l'utilisation de traitements phytosanitaires aussi naturels que possible, la fertilisation organique des sols fondée sur des engrais verts, le compostage, la mise en valeur des espèces traditionnelles locales, maîtrisées, reproductibles localement, l'économie et l'usage optimum de l'eau. Voilà. Donc Marie-Monique Robin répond à la question: pourrons-nous, en 2050, nourrir une population mondiale de 9 milliards d'individus sans avoir recours à l'agriculture agro-industrielle, modèle dominant depuis l'après-guerre, sans utiliser de plus en plus de pesticides, d'engrais chimiques et d'OGM? Un tour du monde, un livre, un documentaire pour répondre au président de l'Association nationale de l'industrie agroalimentaire, Jean-René Buisson, qui affirmait qu'aucune alternative aux pesticides n'était possible et qu'une agriculture bio entraînerait une baisse de la production de 40% pour une hausse des prix de 50%. Aux quatre coins de la planète, elle a donc rencontré des paysans qui ont renoncé à ces insecticides et pesticides, dont les coûts indirects colossaux de pollution, d'énergie, de santé publique ne sont bien évidemment jamais pris en compte. Partout, des petits producteurs témoignent des bénéfices de leur conversion ou reconversion à l'agriculture biologique, de lutte contre l'érosion, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre, la fertilisation des sols, mais aussi de rendements nettement accrus au fil des années. Tous plaident et s'organisent pour l'autosuffisance et la souveraineté alimentaire à travers des circuits courts, tandis que se dessine donc une nouvelle alliance entre producteurs et consommateurs. Donc à titre d'exemple, elle nous emmène au Mexique, où les agriculteurs recourent au traditionnel mille-pas. Donc ça veut dire qu'ils sèment en même temps du maïs, des haricots, des citrouilles. Donc les haricots fixent l'azote de l'air qui nourrit le maïs, alors que les feuilles des citrouilles donnent de l'ombre et préservent l'humidité du sol. Elle nous emmène également au Kenya découvrir la technique du push-pull, où les foreurs de tiges sont d'importants parasites du maïs, donc qui retardent la croissance des plants et les font virer au brun. Donc le push-pull, c'est l'idée d'une plante répulsive qui repousse donc ces parasites et une plante piège qui va les éloigner. En Afrique, les expériences agroécologiques ont permis d'obtenir un doublement des rendements, plus 116% sur l'Afrique et même 179% au Kenya. Donc un potentiel très encourageant pour ce continent qui compte quelques 2 millions d'hectares cultivés de façon quasi biologique par pratiquement 2 millions de paysans susceptibles d'adopter ces nouvelles techniques. Également un détour au Malawi pour évoquer l'agroforesterie, donc un mode d'exploitation des terres agricoles associant des plantations d'arbres dans des cultures ou des pâturages. Un détour également par le Japon pour parler des Tekkei, les ancêtres des AMAP, ces associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc c'est un documentaire convaincant, même si le canard le trouve un peu boy scout. Moi j'ai eu l'occasion de le regarder hier soir, j'ai pas du tout ce sentiment-là. Mais comme le souligne Olivier de Schutter, le rapporteur spécial pour le droit à l'alimentation des Nations Unies, les fournisseurs d'intrants chimiques n'ont aucun intérêt à ce que l'on enseigne aux agriculteurs comment se passer de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils vendent. Wouhou! Ouais.
De là à supposer que le Canard enchaîné est financé par les producteurs Par Monsanto d'intrants chimiques. Non, je crois Je pas. sais pas. En tout cas, donc c'est bien sur Arte ce soir à 20h50. Voilà, hein. et voilà. Les moissons du futur, moi je raterai pas. Robert, je ne sais pas ce que tu vas faire, mais Non, mais moi, ça y est, évidemment, ma soirée est réservée. Non, mais la manière dont Piqueco me regarde, je vais le regarder. Tu devras faire ton rapport. Hein. C'était Georges Moustaki, il y avait un jardin. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, avec Piqueco à la régie, notre Jean, notre grand Jean, j'allais dire, de retour des Pyrénées, où il s'est ramassé de la neige. Absolument. Qui va vous causer tout de suite d'un de ces artistes oubliés, enfin non, plutôt de quelqu'un qui parle de ce qu'il appelle l'oubli, mon Jean.
Oui, pour notre deuxième numéro des artistes oubliés, j'ai choisi ce texte, Ce que j'appelle oubli, par Laurent Mauvigné, qui est né en 1967. Là, on parlait d'Andreas Becker en disant que c'était fort. Là, c'est quelque chose aussi. Piquet-Cou va en effet vous lire un extrait d'un texte pour le moins étonnant, écrit d'une traite, sans la moindre ponctuation, mon cher Robert. Ça doit faire grincer des dents, cela. Ni début de phrase, ni fin de... Tu arrives à la fin du livre, en fait. Bon, le livre est assez court, mais sans... C'est une seule phrase, en fait, depuis le début. Ouais. C'est librement inspiré par l'horreur d'un fait divers survenu dans un supermarché en 2009. Je ne sais pas si tu te rappelles de ce fait divers abominable. Un jeune homme qui avait osé consommer sans être au préalable passé par les caisses va être sauvagement molesté par 4 vigiles plutôt zélés. Entré pour se désaltérer d'une misérable canette de bière, il en ressortira les 2 pieds devant. Alors, au-delà du verbe sec et cru, l'auteur questionne la violence d'une société en voie de déshumanisation, on peut pas le dire autrement, mais surtout par le cheminement d'une pensée qui s'étiole, puisque c'est celui qui a été la victime, en fait, qui parle. Il redonne à cet homme une existence. Tu as tellement de choses à faire que prendre 3 jours, ton patron va faire la gueule, c'est sûr. Et toi, tu penseras, qu'est-ce que ça peut me foutre ? J'ai un frère à enterrer, alors ne me faites pas chier. Et pourtant, ton patron te fera chier et tu ne répondras rien. Tu culpabiliseras. Pour un peu, tu demanderas à ton patron qu'il t'excuse. Et tu reprocherais à ton frère d'être mort. Tu dirais, c'est mon frère, il a encore fait une connerie. Il a volé une bière et il est mort. Il n'a jamais su faire. Et tes collègues te plaindront, au moins le temps d'un après-midi. Et même ton patron dira que c'est une honte de mourir pour si peu. On ne doit pas mourir pour ça. Mais dans quel monde on vit ? Mais dans quel monde, diront-ils ? Et toute cette fatigue alors de porter pour lui son histoire, ce n'est pas comme le vide, ni non plus le néant. Pas la mort, pas le rien. C'est comme un rocking chair avec l'osier qui craque en balançant. C'est calme et doux, comme de voir les étoiles un soir d'été et d'entendre les grenouilles du ruisseau d'à côté. C'est comme la fermeture éclair de la toile de tente. Tu te rappelles ? Les vacances, Noirmoutier, les premières filles au sein nu que vous suiviez sous les pins, et tous les souvenirs qui font remonter des bouffées de couleurs, le bleu du ciel, le gris de l'eau, et l'eau salée sur les lèvres. Tu t'en rappelles ? Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il ne sera plus effrayé de la peur de mourir, comme il l'était parfois. Lui qui aimait se sentir vivant dans un corps, car même à l'étroit, on s'y fait bien, ce corps, avec ce qu'il peut marcher dans les rues. Il a aimé ça beaucoup, des heures et des heures à ne plus sentir la douleur dans les jambes. Oui, je l'entends dire. J'ai aimé me protéger de la pluie sous le store d'un magasin ou dans une cabine téléphonique. J'ai aimé l'orage sur Paris, vu du RER, un jour où je rentrais de Saint-Cloud et se promener dans le métro avec une fille qu'on connaît à peine et dont on sait juste qu'elle est mariée. Soudain, elle vous prend la main en parlant d'autre chose. On rit, peut-être, on ne fait rien encore. Comme si c'était normal de se tenir la main, alors qu'on en tremble. On se demande si on doit l'embrasser déjà. Est-ce que ce sera avant de la laisser sur le quai, ou bien la prochaine fois ? Et pourquoi ce qui était si beau devient fade dès qu'on le raconte ? Où sont-ils nos cœurs qui tremblent et les rendez-vous dans les cafés ? Où sont-ils les gestes qui hésitent ? Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'au moment où ils l'ont frappé, tout le temps que ça a duré, je suis certain qu'il ne s'est pas plaint. Il n'a pas crié, ou alors, au début, si peu. Il s'est débattu, mais ce n'était presque rien. Il a mis ses mains devant son visage, et ils ont giflé encore, et les coups pleuvaient qu'il entendait dans sa tête s'amplifiant comme des vagues. Et puis ils ont frappé le ventre et les jambes, et il n'a pas pensé à ce que disait votre mère. Tu te souviens de ce qu'elle disait et ce qu'elle aurait pu dire, sa voix répétant les mêmes « As-tu changé de slip et coupé tes ongles et lavé tes pieds ?» Voilà, alors ce que j'appelle Oubli de Laurent Mauvigné est publié aux éditions de Minuit. Vous pouvez commander le livre auprès de la librairie Publico, 145 rue Hameau, 75 011 Paris. Métro Robert. Oberkamp, fille du calvaire, ou République. Il est 2 fois dans l'émission, il est arrivé, c'est quand même... Ah bon, je le dirai encore une fois, si je veux, après tout. Téléphone de Publico 01 48 05 34 08 et site internet après les W librairie-publico.fr.
.com. Un texte qui peut évidemment aussi évoquer toutes les maltraitances, des gardes à vue, des massacres, des manifs, etc., chaque fois que les gens qui ont un petit pouvoir s'en servent pour tabasser des gens impuissants à se défendre, quoi. Et qui fait penser à ces quelques secondes, on dit toujours dernière seconde, on voit toute sa vie redéfiler comme un film, et c'est un petit peu ça. Et donc il pense à son frère, il s'imagine être son frère lui-même vivant la mort, sa mort à lui, il repense à sa mère, il y a toute son enfance comme ça qui défile, et puis petit à petit sa pensée s'éteint et ça se finit comme ça au milieu d'une phrase. Mais ce simple extrait est très très émouvant. Moi j'avoue que bon, bref, je vais pas en faire trop. C'est le but rouge. Je vous rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40.
C'était Jean Ferrat, tu aurais pu vivre encore un peu. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, de plus en plus la voix troublée. brisée, la voix brisée de la Fédération. Oui, la voix brisée. Oh, oui, c'est le cas. À Racaille, Piquécou à la régie et à la programmation musicale. Merci Piquécou pour ces morceaux qui nous aident à entretenir nos glandes lacrymales. Et mon Jean, qui va tout de suite évoquer pour vous l'histoire de vie, l'histoire d'artiste, l'histoire d'un artiste oublié, Winslow Homer. Oui, Winslow Homer, 1836-1910. Enfin, quand je dis un artiste oublié, c'est un artiste oublié en Europe. Hein. Oui, aux États-Unis. Oui, comme beaucoup d'artistes oubliés en Europe, aux États-Unis, ils ne le sont pas. Oui, mais bon, l'Europe, les États-Unis, ils ont tendance à oublier beaucoup les artistes actuels, je veux dire européens, et nous, on a tendance à beaucoup oublier ces artistes américains que moi je trouve immenses. Enfin, Winslow Homer, pour moi, c'est un des deux, disons, peintres majeurs des États-Unis avant l'arrivée des expressionnistes abstraits, notamment Jackson Pollock. Hein. C'est le rocking chair en fait de Laurent Mauvignier qui m'a rappelé ce peintre américain, donc Winslow Homer, né à Boston. Hein. Et le plus drôle, c'est que après vérification, j'ai trouvé aucun rocking chair dans la peinture. Dans la peinture de Winslow Homer, il faut plutôt aller les chercher, les rocking chairs, du côté de Norman Rockwell, tu vois, qui lui avait tendance à idéaliser un peu, ou à nous proposer, disons, un fantasme de l'American Way of Life. Hein. Après un apprentissage chez John Bufford, célèbre lithographe de cette même ville de Boston, pour autant, mon cher Robert, bien sûr qu'un lithographe puisse être célèbre, hein. Mais tu sais bien que les États-Unis, c'est le pays des possibles. Ah, tous les possibles. Ce qui n'est pas possible ici peut l'être là-bas. Ouais, tout à fait, Winslow Homer décide en 1857 de tenter sa chance comme illustrateur indépendant. Ça te parle, ça, comme ça me parle à moi. Oui, oui. Mais d'ailleurs, sur Google hier, j'ai tapé sur tu sais, ils font des fois une petite illustration. Oui. Et c'est un cartooniste américain génial. Ah bon? Tu l'as noté? Qui a fait aussi, c'est lui qui a fait le premier dessin d'animation avant Walt Disney et tout ça, tu vois. C'est un mec aussi fabuleux. Ses premiers dessins sont publiés dans le Ballous Pictorial et le Harper's Weekly. En 1859, il gagne New York. Hein, il faut bien gagner sa vie. Et New York, c'est plus facile. Et s'inscrit au cours du soir de la National Academy of Design. À partir de 1861, il suit comme reporter envoyé par le Harper's la guerre de sécession. Une série d'études esquissées sur les champs de bataille en direct de la guerre civile américaine serviront de base à ces grandes peintures à l'huile des années suivantes. On va dire 1800 pour grosso modo 1862-1866. Il y réussit le plus souvent à éviter les scènes pathétiques, préférant celles plus simples, remplies d'humour de la vie des camps. Ouais. Pour moi, c'est le meilleur témoignage qu'on ait sur la guerre civile américaine, la guerre de sécession. Voilà, tout simplement, je trouve même la peinture, mais c'est souvent le cas, supérieure aux photos. Oui, bien sûr, mais ça, je suis tout à fait d'accord avec toi, mon que je trouve des fois distancié. Enfin, je sais pas. Je trouve la peinture, c'est souvent la bonne distance pour la guerre. Voilà, ce même souci des réalités quotidiennes transparaîtra dans les très beaux paysages rustiques peuplés de femmes et d'enfants qu'il commence à peindre au retour d'un voyage en France en 1866. Il est bon de préciser que ce voyage l'a mis en contact avec la peinture de Courbet et de Manet. Entre-temps, Winslow Homer a été élu à la National Academy of Design. Pour les amateurs de distinction en tout genre, il est l'un des peintres les plus jeunes à qui cet honneur ait été fait. Mais si l'on en juge par une toile réalisée avant son départ pour l'Europe, Prisonnier capturé au front, qui date de 1866 et qui est visible au Metropolitan Museum de New York, et celles qui lui sont postérieures, il ne semble pas que ce voyage en France ait spécialement modifié la manière de Homer, bien qu'il ait avoué avoir ressenti un véritable choc émotionnel. Le fait qu'à son retour, et pour peu de temps, on imagine très bien l'effet qu'a pu faire la peinture de Courbet à ses contemporains. Le fait qu'à son retour, et pour peu de temps, ces tableaux soient devenus plus lumineux, ces couleurs plus vives, apparaît finalement comme une évolution assez logique. À partir de 1868, il voyage énormément, séjournant aux Bermudes, au Canada, en Floride. Ses premières aquarelles, genre où ses talents vont vraiment pouvoir s'exercer à plein, datent de 1873. 3 ans plus tard, il peint ses premières marines à l'huile.
telle que la brise se lève en 1876 et qui est visible à la National Gallery de Washington. Aimant la solitude, vivant de plus en plus en contact avec la nature, Winslow Homer quitte en 1881 l'Amérique pour aller s'installer en Angleterre à Tynemouth, un petit village de pêcheurs sur la mer du Nord. De retour aux États-Unis à la fin de 1882, il se fixe à Prout's Neck, ça ne s'invente pas. La côte désolée et quasi déserte du Maine devient dès lors sa principale source d'inspiration. Vivant en reclus malgré une célébrité croissante, il évoque avec prédilection les forces naturelles, le vent, la mer et la lutte de l'homme, matelot ou pêcheur, contre les éléments. Ne peignant, voilà qui te parlera, mon cher Robert, ne peignant que quelques tableaux chaque année, puisque tu sais que je fais cette émission pour toi, ne peignant que quelques tableaux chaque année, il suit de près le travail des pêcheurs et en fait la matière de toile monumentale, donnant au moindre épisode de la vie en mer un aspect à la fois héroïque et familier. Le Sauvetage, 1884, et qui est valable au Muséum of Art de Philadelphie, ou La Sirène de Brume, qui 1885, c'est l'année suivante, et qui lui est visible à Boston, au Museum of Fine Arts. Soutenu par un style âpre et bien enlevé, ses compositions s'élèvent alors à une vision pessimiste et grandiose de l'univers, indifférent dans sa violence naturelle au destin tragique des hommes, comme dans Gulfstream, 1899, Metropolitan Museum, New York. Évidemment, je l'ai dit tout à l'heure, les choses sont ainsi. Aucune toile de Winslow Homer n'est visible dans notre pays. Merci notre pays. Cher Robert. Ouais, donc... Voilà. Mais je mettrai un lien bien sûr, vers son travail sur le blog de l'émission http://arakai.blogspot.com. I was walking down the street across the Western Ocean. A very young lassie I did meet across the Western Sea. She was the beauty by the stern across the Western Ocean, and for her treasures I did yearn across the Western Sea. Oh, when we reach the other shore across the Western Ocean, we'll drink like hell, we'll rant and roar across the Western Sea. She asked me if I'd stand a treat across the Western Ocean. I will, says I, for one so sweet across the Western Sea. Up to her quarters we did go across the Western Ocean. I kissed her from her head to toe across the Western Sea. Oh, when we reach the other shore across the Western Ocean, we'll drink like hell, we'll rant and roar across the Western Sea. We took no rest, we forged ahead across the Western Ocean. We rocked and rolled around the bed across the Western Sea. Then heavy footsteps on the stairs across the Western Ocean. Oh dear, says she, my husband's there across the Western Sea. Oh, when we reach the other shore across the Western Ocean, we'll drink like hell, we'll rant and roar across the Western Sea. I left from bed, put on me clothes across the Western Ocean. His fist had found me where I'll know across the Western Sea. He shook me like a ragged doll across the Western Ocean. I was kicked about like an old football across the Western Sea. Oh, when we reach the other shore across the Western Ocean, we'll drink like hell, we'll rant and roar across the Western Sea. Murder me, I knew right well across the Western Ocean. So down the stairs I flew like hell across the Western Sea. Come sailor boys, wherever you be across the Western Ocean, I hope yous all take mind of me across the Western Sea. Oh, when we reach the other shore across the Western Ocean, we'll drink like hell, we'll rant and roar across the Western Sea. Oh, when we reach the other shore across the Western Ocean, we'll drink like hell, we'll rant and roar across the Western Sea. C'était Across the Western Sea par le groupe The Irish Rovers. Sur Radio Libertaire, Arakai, avec piqué court à la régie, notre gens à la surveillance de nos turpitudes et notre hussard noir de la République, concepteur, maquettiste de cette émission prestigieuse. Pour vous parler tout de suite, oublié,
un artiste oublié, Auguste Chabot. Alors, je voulais noter les dates parce que je sais que Jean il est pas content que je le fasse pas. Mais tu l'as pas fait? Ben, j'ai oublié. Alors, 1882-1955. Voilà, je m'aurais dû noter. Là, tu l'as dans le... qui s'est ramené en ce bas monde en Brumaire à Nîmes, cité par Payotte, et l'a glissé en prairial à Graveson, les bouches du Rhône. Bon. Il a coursé ses études sans les rattraper aux Arts Crados d'Avignon, vous savez... C'est ça qui t'a parlé, surtout. Oui, il a coursé ses études sans les rattraper. Sous la férule de Pierre Grivolas, un illustre inconnu de nos historiens de l'art contemporain, comme le Chabot, cantonné dans le rôle du barbouilleur provençal. Pourtant, ce directeur de l'école des Beaux-Arts d'Avignon, contrairement à l'actuel qui vient d'être démissionné pour diverses pétarades, bref, oui, parce que ce directeur des Beaux-Arts incite ses élèves à délaisser l'académisme, ce qui n'est pas le cas de celui qui est démissionnaire en ce moment, en les baladant le long du Rhône, leur permettant ainsi de porter un nouveau regard sur la nature à travers l'ombre et la lumière. Il fallait le faire à Avignon. D'ailleurs, j'ai consulté son book à ce directeur. C'est pas mal ce qu'il faisait. C'est pas, on peut dire que c'est de la bonne peinture. Bon, enfin, les maîtres sont souvent relégués dans l'histoire de l'art à des positions invisibles. Puis, mais c'est une autre histoire sur laquelle je reviendrai, vous en calminez les oreilles dans une prochaine émission de l'histoire de Grivolas. Après une escapade à Paris où il tente aussi vainement de tenir à la culotte l'Académie Julian et les Beaux-Arts, Chabot s'y tamponne avec Matisse et Derain, deux rapins à la réputation actuelle franchement usurpée. Bon, je vois que bon. Écoute, je trouve que tu prends de plus en plus. Ah non, mais il faut prendre position. Allez, vas-y, allez. La petite entreprise vinicole de ses géniteurs, déglinguée par la crise de 1200, vous savez, c'est le phylloxéra, qui a détruit pratiquement tout le vignoble français, le contraint à abréger son séjour à Pentruche pour se récupérer dans le sud. Comme il n'aime pas les travaux des champs, sauf en peinture, il devient pilotin sur un cargo qui fait le Sénégal et le Dahomey. J'aimais bien, ils avaient voyagé ces gens à cette époque. Puis pendant 3 ans, il restera à Tunis et Bizerte pour ce service militaire, et ça rigolait pas, 3 ans, d'où il se ramène avec une valoche de carnet de crobards de militaires, d'indigènes, de scènes de Kaboulot, où s'ébattent joyeusement des filles et des matafs. Puis c'est le retour à Paris, et le salon des indépendants, où il montre ses nanars parmi les fauves, dont Louis Vauxhall, célèbre critique d'art et est l'inventeur du mot. Il est l'inventeur du mot fauve. Je reviens parce que des fois, je fais des liaisons mal à propos. Une nouvelle vie lui fait ainsi de l'œil, c'est-à-dire qu'il est bon, celle des virées nocturnes dans le Paris des cabarets. Je crois que c'était la grosse tentation des rapins depuis la fin du 19e siècle. S'ils n'allaient pas se saouler la tronche dans les cabarets, ils n'étaient pas estampillés des vrais rapins. Puis les collectionneurs, pourvoyeurs de succès et de thunes, commencent à aimer son travail. Dans sa soupente de Montmartre, il barbouille les rues, les places grouillantes de vie ou désertes, de la vie diurne ou nocturne et les incontournables maisons closes, passages presque obligés, comme les cabarets, de tous les rapinos de cette époque épique, de Toulouse-Lautrec à Deuil, en passant par la Lorraine avec mes sabots. Bon, vous voyez, c'est assez bien posé comme texte. Puis c'est aussi obligé passage par la classe cubiste. Ah oui, parce que alors il y avait les cabarets, les maisons closes et la classe cubiste. Parce que là, il fallait passer par là pour être la classe cubiste, pas la classe. Bon, c'est un peu pareil. Ouais. Puis l'aventure des grands formats, oui, parce que comme maintenant, si vous faites pas de grands formats, vous pouvez toujours aller. Vous voulez pas repasser, on peut être distingué que si on fait des grands formats. Enfin, on a une chance, une petite chance. Jusque-là, comme Richter, là, qui vient de vendre 17 millions de dollars, une bouse, mais je sais pas, c'est vraiment, je supporte pas. Mais c'est un immense format. Voilà. Bon. Comme un autre Allemand aussi. Les Allemands, ils sont spécialisés dans le gros et le lourd, quoi. Voilà. Ça, c'est le Lorrain qui vous parle en toute objectivité, hein, vous l'aurez compris. Jusque-là, rien de vraiment original dans le parcours de ce peintre. Vous voyez, il a fait tout le cursus traditionnel, comme là, dont Joachim Gasquet, encore un critique d'art, écrivit:
Je sens que Chabot est en marche vers quelque chose de très grand. Et c'est comme un peu les paysans qui disent oui, va neiger. Hein, non, il neigera pas. Mais bon, depuis il neige. Sauf qu'il s'installe jusqu'à la fin de sa vie. C'est là qu'il est en contradiction avec le critique d'art, parce que lui, Chabot, il reste pas à Paris. Il s'en retourne à Graveson. Il se tanque dans sa chaumière avec sa femme et ses 7 enfants. C'est pas les 7 nains, c'est ses 7 enfants. C'est marrant, te connaissant, je suis étonné que tu dises pas le mot chiard à la plus oui, non, mais oui, parce que je veux pas trop, quand même. Ouais. Et moi, j'ai découvert Chabot. J'ai découvert Chabot en passant par Graveson. Pas en passant par la Loire, en passant par Graveson, il y a de ça 20 ans. Et j'avais été, il y avait sa maison, son atelier, tout ça. Et il y avait une galerie, quoi. Et il y avait des toiles de lui, et j'étais vraiment heureux de découvrir ce peintre. Un peu tard, mais quand même. C'est pareil, tout à l'heure, par exemple, tu disais que les collectionneurs commençaient à aimer son travail, tu sais, à une époque de sa carrière. Et te connaissant, j'aurais juré que tu allais dire le mot renifler. Oui. Plutôt qu'aimer. C'est curieux, non? Oh, ça va, genre. Sauf qu'il s'installe jusqu'à... Ah bon, je répète, qui lui mérite d'être affublé du titre d'ermite de Graveson. Hein, elle est bonne, celle-là. De l'humour provençal, hein, probablement, parce qu'il faut reconnaître que les Provençaux, question d'humour, hein. C'est du lourd. Puis il se maque avec une période dite bleue. Oui, tous les artistes ont une période. Lui, c'est bleu, quoi. Picasso aussi, la bleue, la rose, parce que Picasso a plus de périodes, parce que bon, c'est un plus grand artiste. Voilà. Dans cette période, il a le bleu de Prusse à l'état pur. Ce qui refile à sa barbouille un petit côté violent qui sied au jour de Mistral. Il peint la Provence, ses coutumes et ses habitants. Comme Cézanne et sa montagne Sainte-Victoire avant lui, Chabot se consacre à la montagnette en barbouillant des scènes de campagne et des croquants, arpentant les collines et les sentes à sauvagines, des Alpilles. Et c'est vrai qu'il y a les Alpilles en Provence, puis il y a la montagnette, c'est derrière Avignon, hein, c'est pas loin. La montagnette. Voilà, bon. Il s'essaye aussi à la poésie, là, je crois que c'est pas très glorieux. Il s'essaye aussi à la poésie avec des poèmes et des livres tels que L'Estocade de la vérité. Et avec le titre, t'as envie d'aller faire dodo. Et le tambour Gautier. Voilà. J'arrête là, l'énumération, parce que il n'aura fait partie, alors là, c'est là que j'aime aussi Chabot, il n'aura fait partie d'aucun groupe, comme cela semble être la mode chez ses contemporains de la Diff Palette. Voilà. Il a fait tout un cursus assez traditionnel, un parcours en tout cas, mais là, pas de groupe. Et bien que digne successeur d'Adolphe Monticelli, dont on vous a parlé dans cette émission, lui aussi provençal, qui était proche de la théorie de Chevreuil sur le contraste simultané et la réaction chimique des mélanges de couleurs, un truc qui le laisse parfaitement froid. Ce n'est qu'un homme déterminé à mettre en forme sa sensation. Et moi, c'est ce que je privilégie dans la peinture, la sensation plutôt que le raisonnement, ou etc. Oui, voilà. Je pense que nos auditeurs l'ont compris depuis quelque temps. C'était donc le Père Chabot. Je vous recommande d'aller, évidemment, vous pouvez aller en Provence pour voir de ses œuvres. 1882-1950. Il y a des expos qui lui sont consacrés. Et si vous passez par Graveson, au lieu de passer par Pont-à-Mousson, vous verrez que là, il y a un petit lieu où il y a des œuvres de Chabot que j'aime plus pour son parcours qui est à contrario pas très traditionnel que pour son travail qui est quand même qui est quand même pas aussi fabuleux que Joachim Gasquet le pressentait, quoi.
Alors c'était un extrait des Musiciens de Provence, une contredanse avec valse. Voilà, pour illustrer mon blabla sur Chardon. Et il y a un auditeur qui vient d'appeler pour nous préciser que les tableaux de Chabot, de Graveson, sont actuellement à 7 pour une exposition. Donc, régionale. Donc n'allez ni à Pont-à-Mousson ni à Graveson, allez à 7. À 7, voilà. Donc moi je vais vous parler d'une petite nana, pour changer, qui s'appelle Émilie Charmy. Excuse-moi, Piquet. Donc elle naît le 2 avril 1878 à Saint-Étienne et s'éteint à Paris en 1974. Orpheline vers l'âge de 5 ans, c'est son frère Jean qui devient son tuteur. Elle s'intéresse avec talent à la musique, au chant et à la peinture. Son frère prend vite conscience du talent précoce de sa sœur et l'incite à travailler. Émilie et Jean s'installent à Lyon, où elle fait la connaissance de Jacques Martin et devient son élève. Pendant cette période, elle peint des scènes de la vie domestique dans des styles impressionnistes et post-impressionnistes. Elle commence également à peindre des sujets plus audacieux, tels que des intérieurs de maisons closes et de prostituées, des thèmes liés à l'homme d'avant-garde. En 1902, Émilie quitte Lyon pour Paris et s'installe dans un studio rue de Bourgogne. Elle y restera sa vie durant. À Paris, elle a produit une série de peintures techniquement innovantes en utilisant des couleurs intenses, de la peinture épaisse et une tendance vers l'abstraction qui persiste tout au long de sa carrière. Elle se lie d'amitié avec Henri Matisse et Charles Camoin et expose avec les Fauves au Salon des Indépendants et au Salon d'automne. Bert Weil la remarque et l'invite régulièrement dans sa galerie. Après une liaison avec le peintre Charles Camoin, elle rencontre son futur mari Georges Bouche. Elle fait la connaissance de Colette, avec laquelle elle se lie d'amitié et dont elle peindra plusieurs nus. Colette qui écrira le texte d'introduction pour un catalogue d'une exposition majeure d'Émilie avec 22 peintures, dira devant son travail « On en reçoit le choc, l'anxieux plaisir qui accompagne une rencontre amoureuse ». Une autre exposition organisée sur le nu féminin, avec des tableaux d'Ingres, Delacroix, Corot, Manet, Renoir, Rouault et Matisse. La presse française et étrangère encense l'œuvre de Charmy. Pour Louis Vauxel, c'est l'une des artistes femmes les plus remarquables de notre temps. Et selon le romancier Roland d'Orgelès, elle voit comme une femme et peint comme un homme. La déclarant un grand peintre libre, sans influence, sans procéder au-delà des influences et sans méthode, elle crée son propre royaume où seuls règnent les élans de sa sensibilité. Apollinaire la remarque dans sa chronique des indépendants en 1911, parmi les peintres dont le talent et le mérite sont de premier ordre. Elle rencontre des personnalités politiques, dont Daladier, Aristide Briand, Louise Weiss, dont elle se rapproche. Après la guerre, elle expose peu, puis tombe doucement dans l'oubli. Elle a vécu et travaillé parmi les plus grands peintres français du XXe siècle, comme Matisse et Rouault. Sa peinture est vibrante et sensuelle. Soutenue par ce que Louis-Léon Martin appelait sensibilité ardente et une intelligence pénétrante, Émilie Charmy est morte à Paris en 1974, à l'âge de 97 ans, sans avoir jamais cessé de peindre. Et elle ressort de l'ombre grâce à la publication en 1995 par le savant féministe Gilles Péry d'un ouvrage intitulé « Les femmes peintres et l'avant-garde ». Alors, artiste oublié, pas pour le musée Paul Digny à Villefranche-sur-Saône, qui lui a consacré 2 expositions. La première en 2006 à partir du livre de Gilles Péry, donc Les femmes peintres de l'avant-garde entre 1900 et 1930, donc avec des toiles de Suzanne Valadon, Jacqueline Marval, Émilie Charmy donc, et Georgette Agut. Et la seconde exposition dans ce musée en 2009 avec une rétrospective de ses œuvres. Voilà, Émilie Charmy, une destinée de peintre, c'était le titre de l'exposition. Ouais. Les mots de Roland d'Orgelès, elle voit comme une femme et peint comme un homme, hein, c'est à peu près ceux que Apollinaire employait à l'endroit de Marie Laurencin. C'est marrant, hein, pour tous ces machos, quand même, la première qualité d'une femme, évidemment, c'est d'être capable de faire certaines choses comme un mec. Hein. Ouais, surtout que Marie Laurencin, sa peinture, elle est pas très masculine. On peut pas dire. Hein. C'est vrai que chez Émilie Charmy, on sent quand même un côté très fort. Ouais, un peu comme Valadon. Ce qui me rappelle d'ailleurs les compliments que Alain Delon, adressé à Florence Artaud, la navigatrice, quand elle a accompli son tour du monde en solitaire. J'adore cette femme, elle a des couilles. Et Bedos l'avait assassinée d'un retentissant. Ce qu'il y a quand même de terrible avec Delon, c'est que ce qu'il préfère chez les femmes, c'est les couilles. C'est les couilles. Ouais, bon.
C'était Paris Canaille, interprété par Catherine Sauvage. Et vous êtes sur Radio Libertaire. Youpi. Et ouais, la Fédération anarchiste. En Dieu, sans mettre sans pub. Et l'autre Jean, tout de suite, va vous C'est l'heure parler. du repas qui te met comme ça. C'est la perspective débouffer comment est-ce qu'on peut, quelque chose de bon, quoi. Bon. C'est l'autre Jean qui s'y colle avec les expos à ne pas manquer. Qu'est-ce que tu dirais d'un petit confit de canard, petite cuisse de canard hein, Arrête, Jean. confite avec des pommes Jean, de terre arrête. sautées à l'ail et puis, arrosées d'un... Non, allez. Bon, Non, Jean, arrête. on commence avec Edward Hopper. Alors là, vous n'allez pas être seul. Hein. Je rappelle que Edward Hopper, c'est vraiment on va dire la star des posters dans les chambres d'étudiants, mais aussi dans les salles d'attente des cabinets dentaires. Ouais. Hein. Des aéroports, tout ça. Ouais, mais c'est pas pour ça que c'est pas de la très grande peinture. Hein. Grand Palais, 3 avenue Eisenhower, 75008 Paris, mon cher Robert. Métro, tu l'as dans l'os. Champs-Élysées, Clémenceau, Franklin Roosevelt. Est-ce que tu vas dans ces quartiers-là aussi? Alors j'ai Et dû, hélas, tac. c'est passé. C'est valable jusqu'au 28 janvier 2013. Hein. Avec Winslow Homer, dont je parlais tout à l'heure, Edward Hopper est le plus grand artiste américain, je pèse mes mots, de cette époque charnière entre les 19e et 20e siècles, tu vois, même s'ils ont un certain écart entre eux, avant que les expressionnistes, après, je l'ai dit tout à l'heure, ne déboulent sur le marché de l'art. Homer, un duo d'enfer, mon cher Robert. Homer et Hopper, en quelque sorte. Hein. Cette exposition se propose d'éclairer l'œuvre esthétiquement simple et minimaliste de Hopper, mais forte et complexe dans ses significations, sa symbolique ou dans sa mythologie d'une Amérique moderne déshumanisée. Son œuvre résolument figurative réunit une force et une profondeur intérieure qui conduisent le spectateur à s'interroger sur la réalité, sa réalité propre, ou sale d'ailleurs, mais aussi sur celle du monde, ou encore sur l'illusion de la réalité. J'ai lu un paplard assez intéressant, d'ailleurs, je sais pas si c'est pas dans l'IB aussi, c'était pas signé au frais, c'était d'un autre, comme quoi, en fait, les personnages qui déambulaient dans les tableaux de Hopper étaient des résistants. J'ai trouvé ça assez intéressant. Enfin bon, selon un parcours chronologique, les œuvres sont présentées en 2 grandes parties. Une première est consacrée aux années de jeunesse de Hopper, avec une mise en perspective des peintures de ses contemporains, et celle des artistes qu'il découvre à Paris, et qui ont pu l'inspirer dans son propre travail. Il y a vraiment des similitudes avec Homer, c'est invraisemblable. La seconde partie, y compris jusque dans le fait d'avoir été illustrateur une partie de sa vie. La seconde partie montre l'artiste dans sa pleine maturité, avec les peintures emblématiques qui caractérisent son style personnel, jusqu'aux œuvres ultimes des années 60. Voilà, Hopper, il est partout, mais c'est une centaine de toiles en tout seulement. Et puis Marie Cassatt à Paris, dessin et gravure de la collection Ambroise Vollard, ça c'est au centre Mona Bismarck, 34 avenue de New York, 75 116 Paris. Métro Robert, non, pas cette fois-ci. Ça, si, le Grand Palais, mêmes, c'est le Grand Palais, je suis sûr que c'est Roosevelt, mais là, non. Les mêmes. Allez, Alma Marceau, machin, enfin, tout ce que vous voulez. 20-01-2013. L'impressionniste américaine Marie Cassatt, 1844-1926, mon cher Robert, mais ça, c'est parce que tu as insisté, qui a vécu à Paris, elle aussi, était fascinée par les défis et les possibilités artistiques qu'offrait la gravure, lui permettant de se concentrer essentiellement sur la forme, le geste, ainsi que l'expression. Le marchand Ambroise Vollard fut frappé, c'est toujours intéressant quand un marchand est frappé, fut frappé par la modernité et la vitalité de son travail sur papier, et plus particulièrement par les impressions à différentes étapes de ses gravures qui laissent un témoignage important sur le processus créatif. Vollard fit donc l'acquisition de l'entière collection des gravures et dessins dans l'atelier de l'artiste, et les garda en sa possession jusqu'à sa mort. Ça ne te rappelle pas quelque chose? Pour la toute première fois, près de 70 travaux de Marie Cassatt sont exposés à Paris, parmi lesquels se trouvent des gravures, des aquatintes, des transferts de pastels, ainsi que des dessins préparatoires. Voilà, mon cher Robert. Alors, il faut y aller. Moi, j'aurais voulu ajouter qu'en ce moment, sur Arte, il y a un documentaire qui est passé dimanche, qui s'appelle La Toile Blanche, et qu'on peut revoir pendant 7 jours sur le travail d'Edward Hopper. Voilà. Bon.
c'était un extrait de Begin the Begin, la musique de Cole Porter. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, à Racaille, la 176e qui se termine en apothéose, avec notre Piquet-Cou qui va vous dire une annonce, c'est un français remarquable, concernant Publico. Alors, c'est vendredi soir à 19h30, le film Diego, un film de Frédéric Goldbraun. Donc, dans un bar de Barcelone, Diego fait revivre la révolution de juillet 1936. Voilà, et puis moi, je vais passer à la phase propagande. La plus intéressante, bien sûr, de cette émission. Je ne suis pas persuadé, mais enfin bon. Concernant, évidemment, les œuvres de la Fédération anarchiste, la radio, la librairie et le monde libertaire. Savoir si c'est un magazine, un bulletin, un journal, une feuille de chou. Enfin bon, il y a un grand débat là-dessus. Paraît-il, on m'a dit que c'était pas un magazine. Alors bon, qu'est-ce que t'en penses, mon Jean? Bon, mon Jean me regarde avec des gros yeux en me disant qu'est-ce qu'il a encore inventé pour enfumer le monde. Bon, donc la radio, on sollicite tous les mardis par la voix de Arracaille votre générosité pour aider la radio financièrement, évidemment. Je vois pas comment vous pourriez l'aider autrement. Et en achetant la carte d'auditeur à la librairie Publico pour 20 €, vous allez voir nos permanents Laurent et Max et vous leur demandez une carte d'auditeur moyennant un transfert d'argent de poche à poche de 20 €. Vous pouvez aussi souscrire à une espèce de, comment on appelle ça, une souscription. Bon, oui, souscrire à une souscription, pas mal. T'as décidé de finir en beauté. Ah, j'ai décidé de finir en beauté et de me finir par la même occasion. Une souscription, vous pouvez souscrire à partir de 5 € par mois, à vie ou non, ça peut être... Méfie-toi quand même, hein, tu sais bien qu'une émission n'est pas une rente à vie, mon cher. Oui, c'est vrai qu'une émission n'est pas une rente à vie sur Radio Libertaire. Non, bien sûr. Et comme sur toutes les radios, d'ailleurs. Il y a des valses partout. Hein. Voilà. La radio, donc, que vous écoutez en ce moment, si vous pouvez l'écouter aussi bien, enfin on espère, c'est parce que le matériel et la maintenance est bien faite et parce que avec vos sous, on s'en occupe. Voilà. Et puis la librairie Publico, dont Jean vous parle tous les mardis à propos d'un texte qui vous lit, qui fait lire maintenant par notre camarade Piquet-Cou. Et je pense qu'il se décharge de plus en plus de ses responsabilités sur le dos de ses camarades, mais enfin bon. Jean. Voilà. La librairie Publico, où vous pouvez commander des livres par le net, etc. Vous pouvez y aller, mais surtout allez-y parce que c'est un lieu, c'est l'anarchie à Paris, quoi. C'est un lieu mythique. On vient du monde entier à la librairie Publico. Et ça, c'est sérieux ce que je vous dis. C'est pas des bêtises. On vient même de Toulon. On a un auditeur qui est venu de Toulon à la librairie Publico. Je veux pas vous la refaire toutes les fois parce que... T'as remarqué quand même, excuse-moi, je reviens à ce que tu disais, que quand je me décharge d'une partie de mes responsabilités, c'est toujours sur Piquet-Cou que je le fais. C'est dégueulasse. Enfin bon, pardonnez-le, il ne sait pas ce qu'il dit. Va savoir pourquoi. Va savoir pourquoi, oui. Mais bon, là, je suis un petit peu désemparé. Où en étais-je? Où en étais-je donc, étais-je? Bon, la librairie Publico, où je dis c'est un lieu vraiment magique. Et ne pas y aller, c'est vraiment... Voilà, vous passez vraiment à côté de quelque chose qui pourra vous marquer à vie par cette atmosphère qui règne dans cette librairie, et puis surtout par sa richesse en publications de toutes sortes, en livres de littérature générale, mais livres militants. Tous les auteurs, tous les grands auteurs en art, etc. sont là. La presse révolutionnaire, des CD, des DVD, des sweatshirts, des t-shirts, enfin bon, des pins, des fly, voilà, des affiches, tout ça est à la librairie Publico et aide la librairie Publico aussi, en dehors des bouquins que vous pouvez commander, acheter, etc. Aide la librairie Publico à boucler des fins de mois très difficiles, parce que vous le savez bien, en tout cas j'espère que les auditeurs de cette émission le savent, qu'une petite structure, une petite librairie, comme qu'elle soit une librairie révolutionnaire comme la librairie Publico, ou une librairie plus généraliste et indépendante, je dis bien les librairies indépendantes, hein.
sont en danger de mort depuis pas mal de temps déjà. Ça ferme à tour de bras. Les libraires, pour avoir la tête hors de l'eau, font n'importe quoi. Poussés en cela par les éditeurs, quoi, qui font surtout eux n'importe quoi. Voilà. Donc c'est une bonne action que d'y aller, d'y acheter des livres, que de discuter avec nos permanents qui peuvent répondre à toutes les questions que vous pouvez leur poser, particulièrement concernant notre fédération et notre manière de vivre à nous, les anarchistes, et de penser aussi. Bon. Et puis le monde libertaire, le magazine, alors là c'est un grand point, est-ce un magazine de la Fédération anarchiste? Mais bon, un hebdomadaire, c'est un hebdomadaire, voilà, qu'est-ce qu'on s'en met? Un hebdomadaire de la Fédération anarchiste, qui paraît tous les mardis, et dans laquelle vous pouvez trouver des textes, comme de littérature générale, des textes un peu plus spécialisés, militants, des cartoons d'enfer. Voilà, j'ai fait un spécial dédicace à l'édito de la semaine dernière qui était assez intéressant, enfin qui change un petit peu des éditos purement, formels, quoi. Voilà. Vous dire aussi, justement à propos de ces éditos, j'ai lu 2 pages, quoi, d'un roman formidable qui s'avance. Les qualificatifs sont un peu concons, qui s'appelle L'Effrayable d'Andreas Becker, un écrivain allemand qui travaille en France, et qui est publié aux éditions de la Différence, une petite maison d'édition, mais qui apparemment se mouille pour faire des choses un peu différentes de ce que se font les éditions en général. Voilà, alors vous pouvez le commander aussi à la librairie Publico. Ah, c'est fini, salut. Salut à tous. Au revoir tout le monde. Tan, 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 tan.